Regardez la fille en robe noire. Pour les passants, la scène peut sembler banale. Une jeune femme et un homme réservant une chambre dans un motel. Rien de spécial, n'est-ce pas? Pourtant, si vous observez plus attentivement, vous remarquerez quelque chose d'étrange. La jeune fille se tient à l'écart de lui, les bras croisés, comme si elle se protégeait de quelque chose. Ses yeux, inquiets, regardent autour d'elle, comme si elle cherchait une issue, un espoir. L'homme, quant à lui, semble calme, maître de la situation. Soudain, il se tourne vers elle et d'une voix ferme, lui ordonne de s'approcher. La jeune fille, visiblement effrayée, obéit rapidement, mais avant de faire un pas, elle essuie discrètement une larme qui coule sur son visage. Cette scène, capturée par des caméras de surveillance, cache un secret bien plus sombre que quiconque pourrait l'imaginer. L'homme, qui prétend être un policier, n'est pas là pour protéger ou aider. Au contraire, il est la menace. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que bientôt, il laisserait une traînée de destruction sur son passage. Quelques minutes plus tard, la police reçoit un appel urgent. Un homme a été retrouvé blessé par balle à l'estomac, non loin de là. Alors que les policiers tentent de comprendre ce qui s'est passé, un autre appel arrive, cette fois d'une station-service dans la même rue. Le récit est encore plus alarmant. Un jeune homme a volé une voiture et a conduit à toute vitesse, comme s'il était dans un jeu d'action, sans se soucier des conséquences. Le chaos ne faisait que commencer. L'homme, qui rêvait autrefois de devenir policier, est maintenant un dangereux criminel, un assassin en fuite. Il n'a pas peur de blesser ou de voler ceux qui se mettent en travers de son chemin. Mais ce qu'il ignore, c'est que la personne qui pourrait mettre fin à sa fuite désespérée est juste à côté de lui. Sa propre otage, Ondrimas, une jeune femme de seulement 19 ans. Vous ne voudrez pas manquer cette histoire de courage et de justice. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec ceux qui ont également besoin de connaître cette incroyable histoire. Votre soutien fait toute la différence. L'histoire d'Ondry, cependant, est liée à un autre mystère qui a commencé la veille, le 24 juillet 2016. Julie Van Cleave, une mère inquiète, a commencé à recevoir d'innombrables messages et appels concernant sa fille, Kelly Sawyer, 23 ans, qui avait mystérieusement disparu. Le cœur de Julie se serrait à chaque nouveau message. Avez-vous vu Kelly? Avez-vous de ses nouvelles? Le silence de l'autre côté était effrayant. Désespérée, Julie a essayé d'appeler sa fille à plusieurs reprises. Parfois, le téléphone allait directement sur la messagerie vocale, comme s'il était éteint. D'autres fois, il sonnait, mais personne ne répondait. Ce petit détail, le fait que le téléphone sonnait encore, augmentait son angoisse. Kelly évitait-elle sa mère et son petit ami? Ou quelque chose de bien pire était-il arrivé? Au fil des heures, l'inquiétude s'est transformée en désespoir, et Julie et le petit ami de Kelly ont décidé d'alerter la police. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils n'avaient aucune idée de la gravité de la situation. Le lendemain, une jeune policière nommée Isabelle Ponce est entrée en courant dans son commissariat local, visiblement bouleversée. Elle apportait une information cruciale sur la disparition de Kelly. Lors d'une dispute animée avec son mari, Edwin Lara, un policier stagiaire de 34 ans, Isabelle a découvert des secrets troublants. Edwin n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître. Il était impliqué dans quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait être lié à la disparition de Kelly. À partir de ce moment, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'homme qui terrorisait les rues, volait des voitures et prenait des vies était bien Edwin Lara Pointe maintenant. Il retenait Ondrimas, la jeune femme en robe noire, en otage. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'Ondry, malgré sa peur, était déterminée à se battre pour sa vie. Elle savait que, d'une manière ou d'une autre, elle devrait tromper son ravisseur et trouver un moyen de s'échapper. Cette histoire, qui avait commencé par une simple disparition, était sur le point de se transformer en une course contre la montre, où le courage d'une jeune femme pourrait être la clé pour arrêter un assassin en fuite. Isabelle Ponce est restée assise avec le détective pendant des heures, le poids de sa révélation devenant plus lourd à chaque mot. Elle a raconté, d'une voix tremblante, qu'elle avait découvert quelque chose de terrible. Son mari, Edwin Lara, avait caché des affaires appartenant à Kelly Sawyer dans leur cabanon. Parmi ces objets, se trouvaient des effets personnels qui indiquaient clairement que Kelly n'avait pas simplement disparu. Quelque chose de bien plus sinistre s'était produit. Edwin avait également volé l'arme de service et la voiture d'Isabelle, laissant derrière lui un sillage d'incertitude et de peur. Forte de ces informations, la police a lancé une chasse à l'homme désespéré pour retrouver Edwin. Mais il était déjà loin. Alors que les autorités de Redmond, en Oregon, tentaient encore de rassembler les pièces du puzzle, Edwin avait déjà parcouru des kilomètres. Ce soir-là, il se trouvait à Salem,
une ville située à des heures de route, totalement inconscient de la poursuite qui se déroulait derrière lui. Pendant ce temps, à Salem, la jeune Ondry Maas, 19 ans, terminait une longue journée de travail. Elle avait décidé de remplacer un collègue, donc sa journée, qui aurait dû se terminer dans l'après-midi, s'était prolongée jusqu'au soir. Épuisée, elle est montée dans sa voiture, prête à enfin rentrer chez elle. La chaleur était étouffante. Pour se rafraîchir un peu, Ondry a baissé la vitre côté conducteur et, détendue, a commencé à naviguer sur Snapchat, l'esprit ailleurs après une journée épuisante. C'est à ce moment-là que sa vie a basculé à jamais. Soudain, une silhouette est apparue de nulle part, rapide et menaçante. Avant qu'Ondry ne puisse réagir, un bras armé a traversé l'ouverture de la fenêtre. L'homme, sans hésiter, a déverrouillé la porte et est entré dans la voiture avec une vitesse effrayante. L'arme était pointée directement sur elle. La panique s'est emparée d'Ondry, mais tout s'est passé trop vite pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passait. Il lui a passé les menottes et, sans ménagement, l'a poussé sur le siège passager. Vous voulez découvrir d'autres histoires inspirantes et des contenus qui vous surprendront? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés en avant-première. Pendant qu'il conduisait, l'homme Edwin Lara a commencé à lui parler, comme s'il essayait d'établir une sorte de connexion. Il lui posait des questions sur sa vie, sa famille, ses frères et sœurs. Mais Ondry, malgré sa terreur, savait que répondre pouvait être dangereux. Elle est restée calme et a répété à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas répondre à ces questions. C'est alors que l'atmosphère a changé. Edwin est devenu visiblement irrité. Il a pris son arme et l'a pressée contre la cuisse d'Ondry, le métal froid et dur contre sa peau. « Tu crois que c'est un jeu? Tu crois que c'est une blague? Parce que je vais te tirer dessus. Je ne plaisante pas. » La menace était réelle et Ondry le savait. Son cœur battait la chamade et la peur la consumait. Elle était convaincue qu'elle ne verrait pas le lever du soleil. À ce moment-là, elle a cru que sa vie allait s'arrêter là, dans cette voiture, aux mains d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui n'avait manifestement plus rien à perdre. Mais au lieu de céder à la terreur, quelque chose d'inattendu s'est produit en elle. La peur, qui aurait pu la paralyser, a cédé la place à une vague de confiance qu'elle n'aurait jamais imaginé posséder. Ondry savait qu'elle devait rester calme, qu'elle devait réfléchir vite si elle voulait sortir vivante de cette situation. Jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé que cela pourrait lui arriver. C'était surréaliste, comme si elle vivait une scène de film, mais la réalité était brutale et implacable. Et à cet instant, une certitude s'est imposée à elle. Elle ne savait pas comment, mais elle devait survivre. Alors qu'Edwin continuait à conduire, Ondry luttait intérieurement pour trouver un moyen de s'échapper. Elle ne savait pas si elle aurait une autre chance. Chaque mot, chaque geste qu'elle faisait devait être calculé. Elle ne pouvait pas montrer de panique, mais elle ne pouvait pas non plus céder. La confiance qu'elle avait découverte en elle pourrait être sa seule arme en cette nuit terrifiante. La nuit avançait, et la tension à l'intérieur de la voiture était palpable. Ondry savait que sa vie était entre les mains d'un assassin. Mais malgré cela, elle a décidé qu'elle ne serait pas une victime passive. Je savais que je ne reverrais plus ma famille. Je pensais qu'ils finiraient par retrouver mon corps quelque part ou mort dans un motel. Quand je me sentais comme ça, au lieu de pleurer, je lui criais dessus. J'étais tellement en colère que je ne pouvais plus me taire. Après avoir conduit pendant des heures, le ravisseur, Edwin, s'est arrêté dans un motel très simple, près d'une route fréquentée. Les caméras de surveillance de l'établissement ont montré Edwin réservant une chambre, tandis que moi, Ondry, j'essuyais mes larmes, et le réceptionniste ne semblait même pas remarquer ce qui se passait. Quand nous sommes entrés dans la chambre, Edwin m'a ordonné de me déshabiller et de prendre une douche devant lui. À ce moment-là, je me suis dit, je préfère mourir plutôt que de faire ça. Alors, je l'ai regardé et je lui ai dit, je me fiche de ce que tu vas me faire maintenant, parce que ce serait pire que la mort. Il s'est mis très en colère et m'a poussé sur le lit, puis m'a forcé à prendre un somnifère. Pendant ce temps, la police essayait toujours de retrouver la première victime d'Edwin, Kelly Sawyer, 23 ans. Il ne savait pas où elle se trouvait, et le seul indice était des vêtements tachés de sang trouvés dans le cabanon d'Edwin. Même sans son corps, le procureur pensait qu'elle pouvait encore être en vie. Tout le monde, y compris moi, s'accrochait à l'espoir qu'elle se battait pour survivre. Si nous la retrouvions à temps, peut-être pourrions-nous la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Kelly était une jeune femme de 23 ans qui travaillait comme assistante dentaire à Ben Point. Elle n'avait pas été vue depuis le week-end, lorsque sa famille a déclaré qu'elle était sortie se promener près d'une université locale. Une promenade près d'une université locale.
Peu après la disparition de Kelly Sawyer, Edwin Lara est devenu une personne d'intérêt dans l'affaire. Il travaillait comme agent de sécurité à l'université où Kelly avait été vue pour la dernière fois. Pendant ce temps, la famille de Kelly, à Bend, était désespérée, les heures passant sans nouvelles d'elle. Des années plus tard, lorsque le journaliste Case Morrison de l'émission Breaking News a interviewé la famille, tous se sont souvenus comment ils avaient essayé de s'accrocher aux souvenirs de Kelly pendant cette première nuit sans elle. La mère de Kelly s'est rappelé quelque chose de spécial que sa fille avait dit à l'âge de 17 ans. « Maman, quand les gens parleront de moi, je veux qu'ils me décrivent comme intelligente, forte et drôle. » Pour la mère, rien au monde ne la faisait sourire plus que sa fille. Les grands-parents de Kelly, Jim et Sharon Walden, avaient également le cœur brisé. Ils attendaient avec impatience le mariage de Kelly avec Cameron, son petit ami. Les deux s'aimaient profondément et se seraient probablement fiancés bientôt. Ils formaient un beau couple, ont-ils déclaré. La meilleure amie de Kelly, Naomi, s'est souvenue combien il était difficile pour Kelly de choisir une carrière, car elle voulait tout expérimenter. Elle voulait être chirurgienne plasticienne. Elle voulait être policière. Elle voulait être chef cuisinière. Elle voulait être photographe. Le monde lui appartenait et elle ne voulait pas choisir une seule chose. Alors que la police et le procureur poursuivaient leurs recherches pour retrouver Kelly à Bend, la situation d'Audrey au motel devenait de plus en plus effrayante. Edwin était sur le point de faire quelque chose de terrible, mais soudain, son téléphone a sonné, interrompant ce qui aurait pu être un moment encore plus grave. Je ne savais même pas à quoi servait cette alarme, mais elle m'a probablement sauvé la vie. Quand l'alarme a sonné, Edwin a eu l'air surpris et a demandé « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ?» C'est là que j'ai eu une idée sortie de nulle part. J'ai pensé « C'est ma chance. Je dois prendre mes médicaments. » Il a demandé « Des médicaments pourquoi ?» Et j'ai répondu « J'ai une MST. » Vous vous êtes dit « Si je dis ça, il ne voudra pas me faire de mal ?» OUI.JE mentait, mais c'était suffisant pour l'effrayer. Edwin a sauté du lit et s'est mis à faire les 100 pas, nerveux. Puis, il a pris son téléphone et a passé un appel. Il semblait croire qu'il y avait des hélicoptères de police à l'extérieur, même si la nuit était totalement silencieuse. Je l'ai supplié de me laisser partir, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Pendant ce temps, ailleurs, un homme nommé Jacques Lévy se préparait à partir photographier des papillons dans un parc national. Il était très tôt, vers 5 heures du matin. Il était en train de charger son équipement dans sa camionnette lorsqu'un homme étrange est apparu de nulle part, avec une jeune fille effrayée et menottée à ses côtés, et a exigé que Jacques lui donne les clés de sa voiture. Soudain, le coup de feu est parti et tout est devenu confus dans ma tête. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Je viens de le voir tirer sur quelqu'un juste devant moi. Pris de panique, Edwin m'a tiré en arrière et s'est mis à courir, son arme à la main. Nous sommes rapidement arrivés à une station-service de l'autre côté de la rue. Là, Edwin a repéré une voiture dont la portière passager était ouverte. Il s'est dirigé droit vers la voiture et en quelques secondes, il m'a jeté à l'intérieur. Il a claqué la porte et a pointé son arme sur la tête du conducteur en disant « Conduisez ou je tire ». À ce moment-là, la police n'avait encore aucune idée de toute la confusion et des crimes qu'Edwin avait déjà commis. Les gens étaient déjà certains que quelque chose de mal était arrivé à Kelly, mais personne ne savait qu'Audrey avait également disparu jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Jacques Lévy, l'homme qu'Edwin avait blessé par balle à la poitrine au motel, a survécu. Il a réussi à appeler les secours et a dit « Je suis au Super 8 Motel, j'ai reçu une balle dans l'estomac ». Jacques ne savait pas qui était Edwin, mais il a parlé à la police d'une jeune femme qui semblait terrifiée et qui était menottée, suivant Edwin. Il les a vus courir vers une station-service de l'autre côté de la rue, où Edwin a pris une famille en otage. Après avoir parlé à Jacques et à d'autres témoins à la station-service, la police a rapidement réalisé que la personne qu'Edwin traînait avec lui n'était pas Kelly, mais Audrey. À cette nouvelle, le dernier espoir de la mère de Kelly s'est envolé. Elle a dit à son mari « Je ne suis pas idiote. Je sais qu'elle n'est plus parmi nous ». Alors que la police poursuivait Edwin sur l'autoroute, la situation à l'intérieur de la voiture devenait de plus en plus tendue. Edwin avait 3 autres otages. Nima, un jeune homme de 17 ans qui conduisait, le frère de Nima, âgé de 14 ans, et leur grand-mère, qui ne parlait pas anglais. Son arme à la main, Edwin criait des ordres à Nima, tandis que la grand-mère, ne comprenant pas ce qui se passait, s'est mise à lui crier dessus. Elle ne savait pas ce qui se passait, et qui pourrait comprendre une situation aussi terrifiante? Au milieu de tout cela, Edwin a pris les téléphones de la famille et les a donnés à Audrey, tout en continuant à menacer tout le monde. Edwin a ensuite pointé l'arme directement sur son visage et lui a ordonné de jeter les téléphones par la fenêtre.
Ondry, essayant de garder son calme, a pensé rapidement. Je les ai jetés le plus loin possible, en essayant de les faire atterrir dans l'herbe pour qu'ils ne se cassent pas. Comme ça, la police pourrait peut-être nous localiser. Pendant ce temps, Nima, le jeune homme qui conduisait, a supplié Edwin. Maintenant que vous avez la voiture, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Contre toute attente, Edwin a accepté. Il a arrêté la voiture au milieu de la route, leur a demandé de sortir, et son arme toujours pointée sur Ondry, lui a ordonné de suivre Nima et sa famille. Mais Edwin savait que le temps pressait. Peu de temps après avoir libéré les otages, les sirènes de la police ont commencé à retentir au loin. Désespéré, il a pris le téléphone d'Ondry et a commencé à enregistrer une vidéo. Puis, il lui a rendu le téléphone et sous la menace de son arme, lui a ordonné « Publie ça sur ton Facebook, maintenant ». Ondry, terrifié, a fait ce qu'il lui a dit. Il lui a même demandé d'écrire quelque chose comme « Fou assassin en liberté ». Elle savait qu'il était sérieux et que sa vie était en danger si elle n'obéissait pas. Lorsque la police est finalement approchée, Edwin a appuyé sur l'accélérateur, conduisant à plus de 120 km/h. Il a repris le téléphone d'Ondry et soudainement, a appelé le 911 tout en poursuivant sa fuite effrénée. Edwin était complètement hors de contrôle. Il conduisait comme s'il n'y avait pas de règles, changeant de voie sans cesse, klaxonnant tous les véhicules autour de lui et effectuant des manœuvres dangereuses qui effrayaient tout le monde. C'était comme s'il était dans un jeu vidéo de course, mais dans la vraie vie, avec des vies en jeu. Les gens dans la rue avaient à peine le temps de réagir à cette scène chaotique. Ils fonçaient sans se soucier des risques, et la peur ne faisait que grandir pour Ondry, piégé dans cette voiture sans savoir ce qu'Edwin allait faire ensuite. La poursuite a duré environ 15 minutes, mais pour ceux qui étaient au cœur de l'action, cela a semblé une éternité. La police était juste derrière, essayant d'encercler Edwin, mais il accélérait de plus en plus, comme s'il fuyait quelque chose de bien plus grand que la loi. C'était une course contre la montre, et personne ne savait comment cela allait finir. Soudain, dans un mouvement inattendu, Edwin a freiné brusquement. La voiture s'est arrêtée au milieu de la route, soulevant de la poussière et laissant des traces de pneus sur l'asphalte. La tension était palpable. Il s'est alors tourné vers Ondry, lui a rendu son téléphone et, sans un mot, a ouvert la portière de la voiture. Les mains en l'air, il est sorti et s'est rendu à la police. Ondry, abasourdi, est resté dans la voiture, enfin seul, sans la menace d'Edwin à ses côtés. C'était la première fois depuis le début qu'elle pouvait respirer, mais le soulagement était mêlé de désespoir. Elle a saisi le téléphone, les mains tremblantes, et s'est mise à pleurer, sanglotant tout en essayant de parler à l'opérateur du 911 qui la guidait sur la marche à suivre. Mais ce qu'Ondry ignorait, c'est que son cauchemar était loin d'être terminé. Même si Edwin avait clairement indiqué à l'opératrice du 911 qu'Ondry n'avait rien à voir avec ces crimes, une erreur de communication entre les autorités de l'Oregon et de la Californie a conduit à son arrestation. La police, ne disposant pas de toutes les informations, a traité Ondry comme une complice et elle a été menottée aux côtés d'Edwin. Alors que les policiers l'emmenaient, elle avait du mal à croire ce qui lui arrivait. Elle avait été une victime, mais elle était maintenant traitée comme une criminelle. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées avec nous. Nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez. Pendant ce temps, la police se concentrait sur un objectif encore plus urgent. Retrouver Kelly, la jeune femme disparue qu'Edwin avait kidnappée plus tôt. Les détectives savaient que chaque seconde comptait. Dès qu'Edwin a été emmené au poste de police, ils ont commencé à l'interroger. Ils avaient besoin de réponses rapides et Edwin, étonnamment, semblait prêt à parler. Sur le chemin de la prison, Ondry a appris quelque chose qui l'a rendue encore plus nerveuse. Edwin demandait à lui parler. Il voulait la voir. Lorsque les détectives l'ont finalement confronté, Edwin, avec un air de supériorité, s'est présenté avec arrogance. « Vous savez déjà qui je suis ». Son attitude montrait qu'il n'était pas du tout préoccupé par les conséquences de ses actes. Au contraire, il semblait apprécier l'attention et le pouvoir qu'il exerçait sur la situation. Malgré toute cette confiance en lui, Edwin n'a pas hésité à dire au détective où se trouvait Kelly. Il a donné l'adresse sans trop de résistance, comme s'il savait que, d'une manière ou d'une autre, le jeu était terminé. La police a immédiatement envoyé des équipes de secours et des ambulanciers sur les lieux indiqués, le long de la Highway 26, en Oregon. Tout le monde espérait retrouver Kelly vivante, mais l'atmosphère était lourde d'appréhension. Lorsqu'ils sont finalement arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé Kelly. Elle était là, mais la scène était dévastatrice. Kelly s'était battue de toutes ses forces pour survivre, mais les secours étaient arrivés trop tard.
Les ambulanciers ont tout tenté pour la réanimer, mais il n'y avait plus rien à faire. La jeune femme avait résisté autant qu'elle avait pu, mais sa vie lui avait été tragiquement ôtée. Une promenade près d'une université locale. Peu de temps après la disparition de Kelly Sawyer, Edwin Lara est devenu un suspect potentiel dans l'affaire. Il travaillait comme agent de sécurité sur le campus universitaire où Kelly avait été vue pour la dernière fois. Pendant ce temps, la famille de Kelly, à Bend, était de plus en plus désespérée à mesure que les heures passaient sans nouvelles. Des années plus tard, lorsque le journaliste Case Morrison de l'émission Breaking News a interviewé la famille, tous se sont souvenus comment ils avaient essayé de se raccrocher aux souvenirs de Kelly pendant cette première nuit sans elle. La mère de Kelly s'est rappelé une phrase particulière que sa fille avait dite à 17 ans. « Maman, quand les gens parleront de moi, je veux qu'ils disent que j'étais intelligente, forte et drôle. » Pour la mère, rien au monde ne la rendait plus heureuse que sa fille. Les grands-parents de Kelly, Jim et Sharon Walden, étaient également dévastés. Ils attendaient avec impatience le mariage de Kelly avec Cameron, son petit ami. Les deux s'aimaient profondément et se seraient probablement fiancés bientôt. Ils formaient un couple magnifique, ont-ils dit. La meilleure amie de Kelly, Naomi, s'est souvenue combien il était difficile pour Kelly de choisir une carrière, car elle voulait tout faire. Elle voulait être chirurgienne esthétique. Elle voulait être policière. Elle voulait être chef cuisinière. Elle voulait être photographe. Le monde était à elle et elle ne voulait pas se limiter à une seule chose. Alors que la police et le procureur poursuivaient leurs recherches pour retrouver Kelly à Bend, la situation d'Audrey au motel devenait de plus en plus terrifiante. Edwin était sur le point de faire quelque chose d'horrible, mais soudain, son téléphone a sonné, interrompant ce qui aurait pu être un moment encore plus dramatique. Je ne savais même pas à quoi servait cette alarme, mais elle m'a probablement sauvé la vie. Quand l'alarme a sonné, Edwin a sursauté et a demandé « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ?» C'est là que j'ai eu une idée soudaine. J'ai pensé « C'est le moment. Je dois prendre mes médicaments. » Il a demandé « Des médicaments pourquoi ?» Et j'ai répondu « J'ai une MST. » Vous vous êtes dit « Si je dis ça, il ne voudra pas me toucher ?» OUI.JE mentait, mais c'était suffisant pour l'effrayer. Edwin a sauté du lit et a commencé à faire les 100 pas, nerveux. Puis, il a pris son téléphone et a passé un appel. Il semblait persuadé qu'il y avait des hélicoptères de police à l'extérieur, même si la nuit était parfaitement silencieuse. Je l'ai supplié de me laisser partir, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Pendant ce temps, ailleurs, un homme nommé Jacques Lévy se préparait à partir photographier des papillons dans un parc national. Il était très tôt, vers 5 heures du matin. Il chargeait son équipement dans sa camionnette lorsqu'un homme étrange est apparu de nulle part, accompagné d'une jeune fille effrayée et menottée, et a exigé que Jacques lui donne les clés de son véhicule. Tout à coup, le coup de feu est parti et tout est devenu confus dans ma tête. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Je viens de le voir tirer sur quelqu'un juste devant moi. Pris de panique, Edwin m'a tiré en arrière et s'est mis à courir, son arme à la main. Nous sommes rapidement arrivés à une station-service de l'autre côté de la rue. Là, Edwin a repéré une voiture dont la portière passager était ouverte. Il s'est dirigé droit vers la voiture et en quelques secondes, m'a jeté à l'intérieur. Il a claqué la porte et a pointé son arme sur la tête du conducteur, disant « Conduis ou je tire ». À ce moment-là, la police n'avait encore aucune idée de toute la confusion et des crimes qu'Edwin avait déjà commis. Les gens étaient déjà convaincus que quelque chose de mal était arrivé à Kelly, mais personne ne savait qu'Audrey avait également disparu jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Jacques Lévy, l'homme qu'Edwin avait blessé par balle au thorax au motel, a survécu. Il a réussi à appeler les secours et a dit « Je suis au Super 8 Motel, on m'a tiré dessus ». Jacques ne connaissait pas Edwin, mais il a parlé à la police d'une jeune femme qui semblait terrifiée et qui était menottée, suivant Edwin. Il les a vus courir vers une station-service de l'autre côté de la rue, où Edwin a pris une famille en otage. Après avoir parlé à Jacques et à d'autres témoins à la station-service, la police a rapidement compris que la personne qu'Edwin traînait avec lui n'était pas Kelly, mais Audrey. À cette nouvelle, le dernier espoir de la mère de Kelly s'est effondré. Elle a dit à son mari « Je ne suis pas stupide. Je sais qu'elle n'est plus là ». Alors que la police poursuivait Edwin sur l'autoroute, la situation à l'intérieur de la voiture devenait de plus en plus tendue. Edwin avait 3 autres otages. Nima, un jeune homme de 17 ans qui conduisait, le frère de Nima, âgé de 14 ans, et leur grand-mère, qui ne parlait pas anglais. Arme à la main, Edwin criait des ordres à Nima, tandis que la grand-mère, ne comprenant pas ce qui se passait, se mettait à crier sur lui. Qui pourrait comprendre une situation aussi terrifiante? Au milieu de tout cela,
Edwin a pris les téléphones portables de la famille et les a donnés à Audrey, tout en continuant à les menacer. Edwin a ensuite pointé l'arme sur le visage d'Audrey et lui a ordonné de jeter les téléphones par la fenêtre. Audrey, essayant de garder son calme, a réagi rapidement. Je les ai jetés le plus loin possible, en essayant de les faire atterrir dans l'herbe pour qu'ils ne se cassent pas. Peut-être que la police pourrait ainsi nous localiser. Pendant ce temps, Nima, le jeune conducteur, a supplié Edwin. Maintenant que vous avez la voiture, s'il vous plaît, laissez-nous partir. À la surprise générale, Edwin a accepté. Il a arrêté la voiture au milieu de la route, leur a demandé de sortir et, toujours en pointant son arme sur Audrey, lui a ordonné de suivre Nima et sa famille. Mais Edwin savait que son temps était compté. Peu après avoir libéré les otages, les sirènes de police ont commencé à retentir au loin. Désespéré, il a pris le téléphone d'Audrey et a commencé à enregistrer une vidéo. Puis, il lui a rendu le téléphone et, sous la menace de son arme, lui a ordonné « Publie ça sur Facebook, maintenant ». Audrey, terrifiée, a obéi. Il lui a même demandé d'écrire quelque chose comme « Un fou assassin est en liberté ». Elle savait qu'il était sérieux et que sa vie était en danger si elle n'obéissait pas. Lorsque la police est finalement approchée, Edwin a appuyé sur l'accélérateur, roulant à plus de 120 km/h. Il a repris le téléphone d'Audrey et a soudainement appelé le 911 tout en poursuivant sa fuite effrénée. Edwin était totalement hors de contrôle. Il conduisait comme un fou, changeant constamment de voie, klaxonnant tous les véhicules qu'il croisait et effectuant des manœuvres dangereuses. Les gens dans la rue avaient à peine le temps de réagir. Il fonçait sans se soucier des conséquences. La peur d'Audrey, piégée dans la voiture, ne cessait de grandir. La poursuite a duré environ 15 minutes, une éternité pour ceux qui la vivaient. La police était juste derrière, tentant d'encercler Edwin, mais il accélérait toujours plus. C'était une course contre la montre. Soudain, Edwin a freiné brusquement. La voiture s'est immobilisée au milieu de la route. Il s'est tourné vers Audrey, lui a rendu son téléphone et, sans un mot, a ouvert la portière. Main en l'air, il est sorti et s'est rendu. Audrey, abasourdie, est restée dans la voiture, enfin seule. Pour la première fois, elle a pu respirer. Elle a saisi le téléphone et, les mains tremblantes, s'est mise à pleurer, essayant de parler à l'opérateur du 911. Mais le cauchemar d'Audrey était loin d'être terminé. Malgré les déclarations d'Edwin au 911 affirmant qu'Audrey n'avait rien à voir avec ces crimes, une erreur de communication entre les autorités de l'Oregon et de la Californie a conduit à son arrestation. La police, mal informée, l'a traitée comme une complice. On veut connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. Pendant ce temps, la police se concentrait sur un objectif plus urgent, retrouver Kelly. Dès qu'Edwin a été arrêté, ils l'ont interrogé. Il semblait prêt à parler. Sur le chemin de la prison, Audrey a appris qu'Edwin demandait à lui parler. Lors de son interrogatoire, Edwin, arrogant, a déclaré « Vous savez déjà qui je suis ». Malgré son arrogance, Edwin a révélé où se trouvait Kelly. La police a immédiatement envoyé des secours sur les lieux indiqués, le long de la Highway 26. Sur place, les policiers ont trouvé Kelly. Elle était décédée. Kelly s'était battue, mais en vain. La nouvelle du décès de Kelly a profondément bouleversé toutes les personnes impliquées. Pour Audrey, encore sous le choc, le poids de la situation était accablant. Elle avait vécu un véritable enfer, kidnappée et menacée de mort, et maintenant, même libérée d'Edwin, elle portait la douleur de savoir qu'une autre jeune femme n'avait pas eu la même chance. Alors qu'Edwin était conduit devant la justice, il restait aux autorités et aux familles des victimes à faire face aux conséquences de ces actes cruels. L'affaire Edwin Lara n'était pas qu'un crime de plus. Elle avait laissé des marques profondes sur toutes les personnes impliquées, et le souvenir de Kelly, ainsi que la souffrance d'Audrey, ne serait jamais oublié. Le corps de Kelly a été retrouvé et sa famille a reçu la pire nouvelle imaginable. Mais avec cette nouvelle est venu un avertissement choquant du procureur. Lorsque la famille a demandé quand il pourrait la voir pour identifier le corps, la réponse a été dévastatrice. « Vous ne pouvez pas la voir, elle est méconnaissable ». Le père de Kelly a raconté, le cœur brisé, que la dernière fois qu'il a embrassé sa fille sur le front, c'était à travers un sac mortuaire. Il savait que s'il la voyait dans cet état, il ne pourrait pas la quitter. Edwin, en prison, continuait de prétendre que la mort de Kelly était un accident. Il affirmait l'avoir heurtée avec sa voiture, avoir paniqué et s'être débarrassé de son corps à la hâte. Mais les blessures de Kelly racontaient une autre histoire. L'enquêteur a alors confronté Edwin. « Maintenant, dites-moi la vérité, parce que ce que vous avez dit ne s'est pas passé comme ça. »
Et, au grand choc et à la grande horreur de l'enquêteur, Edwin a commencé à décrire ce qu'il avait réellement fait. Tout a commencé lorsque Kelly s'est disputé avec son petit ami tard dans la nuit et est parti seul. Edwin, qui travaillait comme agent de sécurité sur le campus, l'a vu marcher et s'est approché d'elle. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, mais Kelly a refusé. C'est là que les choses ont dégénéré. Edwin est sorti de sa voiture et lui a ordonné de s'arrêter. Il est important de rappeler qu'à cette époque, les uniformes et les voitures des agents de sécurité du campus ressemblaient beaucoup à ceux de la police. Edwin a essayé de tromper Kelly en se faisant passer pour un policier, mais elle a senti que quelque chose n'allait pas et a essayé de s'enfuir. À ce moment-là, Edwin l'a attrapée et l'a forcée à monter dans sa voiture. La voiture de sécurité qu'il utilisait ressemblait beaucoup à une voiture de police, avec toutes les caractéristiques, y compris une cage à l'arrière, ce qui empêchait toute tentative de fuite. Kelly, inconsciente, n'a eu aucune chance de réagir alors qu'Edwin la conduisait vers un parking isolé. Lorsqu'elle s'est finalement réveillée, il était trop tard. Edwin a raconté que, réalisant ce qui se passait, Kelly avait essayé de se débattre, mais qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose dans cette situation. Kelly était piégée sur la banquette arrière de la voiture, derrière une paroi en plexiglas. Désespérée, elle a tout essayé pour appeler à l'aide, allumer les feux de détresse, attraper la radio, klaxonner, tout pour s'échapper, car elle connaissait le danger qu'elle courait. Mais Edwin l'a attaquée alors qu'elle était sans défense, puis l'a traînée derrière un arbre, où il a terminé son crime en utilisant une énorme pierre d'environ 30 kilos. Ces horribles détails ont choqué les autorités, et le procureur a décidé de requérir la peine de mort contre Edwin. Seulement, il y avait un problème. Le jour de son arrestation, la police de Reading n'avait pas permis à Edwin d'avoir un avocat, ce qui est un droit fondamental. De ce fait, le juge a décidé que les aveux d'Edwin ne pouvaient pas être utilisés au procès. Même en sachant ce qui s'était réellement passé, le procureur et les détectives ont dû reprendre l'affaire à zéro. Mais ils n'ont pas abandonné. Le procureur a déclaré « Nous avons les preuves ». Si c'était une affaire de peine de mort avant, ça l'est toujours maintenant. Ils ont donc reconstitué toute l'affaire et présenté les preuves aux avocats d'Edwin. Sans issue, la défense d'Edwin a fait une proposition. Si le procureur retirait sa demande de peine de mort, Edwin plaiderait coupable et accepterait de passer le reste de sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur a soumis cette décision à la mère de Kelly, Julie, et lui a expliqué ce qui se passerait si l'affaire était jugée comme une affaire de peine de mort. Elle devrait assister à tous les procès et appels. Tant qu'il sera dans le couloir de la mort, je le serai aussi, a déclaré Julie, illustrant le poids de ce choix. Pendant ce temps, Audrey, qui avait été injustement emprisonnée, a finalement été libérée et toutes les charges retenues contre elle ont été abandonnées. Cependant, la police de Reading ne s'est jamais excusée publiquement pour son arrestation illégale, ni pour la manière dont ils ont bafoué les droits d'Edwin, ce qui a compliqué davantage l'affaire. Je viens de parler à la famille d'Audrey et ils ont confirmé qu'elle a finalement été libérée par la police. Sa grand-mère, Elizabeth Mass, a toujours cru en l'innocence de sa petite fille. Elle disait « C'est une bonne fille. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, et nous sommes des pratiquants. Elle ne connaît rien à ce genre de choses. » Même si Edwin avait déjà plaidé coupable, l'affaire a traîné en justice pendant près de 3 ans. Pendant ce temps, de nombreuses personnes ont dû témoigner, y compris Audrey, mais le traumatisme qu'elle avait subi l'avait empêchée de parler à l'époque. Elle a raconté combien il était difficile d'être là, car c'était la première fois qu'elle voyait Edwin depuis les événements, et il essayait constamment de la regarder. Durant cette période, Audrey est tombée dans une profonde tristesse. Elle a lutté contre la dépression et le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, et petit à petit, il semblait qu'elle perdait la joie de vivre. La famille de Kelly a également beaucoup souffert. Ils ont poursuivi l'université où Edwin travaillait, car l'établissement n'avait pas effectué de vérification des antécédents ni de tests psychologiques sur lui, et lui avait permis d'utiliser un équipement similaire à celui de la police, même sans formation adéquate. La famille a gagné le procès, ce qui a abouti à la création de la loi de Kelly, interdisant l'utilisation de cet équipement sur les campus universitaires. Au milieu de cette tragédie, la famille de Kelly a décidé d'agir et a déclaré « Nous allons veiller à ce qu'aucun autre jeune ne vive ce que notre fille a vécu ». Pendant ce temps, d'autres victimes d'Edwin, comme Nima et sa famille, ainsi que Jacques Lévy, le photographe de papillons qui a failli être tué sur le parking d'un motel, ont repris le cours de leur vie. Même la mère de Kelly, avec le temps, a appris à vivre sans sa fille, se concentrant sur les bons souvenirs qu'elle lui avait laissés plutôt que sur la douleur de sa perte. Elle a dit « Chaque matin, je me réveille et je l'aime davantage, tout comme je l'aimais quand elle était là. » « Parfois, je regarde une photo d'elle et je souris, heureuse d'avoir eu ces moments. »
Le dernier jour du procès, Audrey, qui avait traversé tant d'épreuves et était devenue plus forte, a finalement trouvé le courage de parler. Avec le soutien de la famille de Kelly, avec qui elle avait noué une amitié suite à la tragédie, elle a fait face à Edwin une dernière fois avant sa condamnation. Il n'y avait pas de caméra dans la salle d'audience, mais à sa sortie, Audrey a répété fièrement aux journalistes ce qu'elle avait dit. « Tu as essayé de me faire passer pour une victime, pour quelqu'un de faible, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante. Je suis une guerrière. Je t'ai vaincu et je suis vraiment bénie. »